Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être venus malgré les risques de grève, de manifestation ou de je ne sais pas quoi, de tout ce qui peut se passer à Paris. Si, vous pouvez heurter des poubelles pleines, hein, parce que je suis garé pas très loin d'une poubelle qui déborde. J'espère que les rats ne pénétreront pas de ma voiture. Enfin, c'est comme ça. Donc, bienvenue à cette réunion du 11 mars. Aujourd'hui, nous allons parler d'intrication quantique. Pourquoi ça ne marche pas, mon truc? Voilà. Justement, suite au prix Nobel décerné à notre ami Alain Aspect il y a quelques mois. Alors, je ne vous dis pas grand-chose, ça va être le sujet de notre conférencier aujourd'hui. Mais enfin, quand même, on a beaucoup de chance. Et en fait, il le mérite bien parce que je crois que ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Bon, il le mérite. Voilà. Notre dernière réunion a eu lieu ici aussi, et avec, pour la première fois, une transmission Zoom de l'autre côté de l'Atlantique. On était avec Benjamin Crinquant, qui est postdoc à Princeton. Princeton, ça vous dit quelque chose, hein, c'est la dernière demeure de notre ami Albert, hein, et qui nous a parlé des trous noirs astrophysiques. Voilà, vous pouvez trouver le compte-rendu et télécharger sa présentation comme d'habitude. Voilà. Les conférences mensuelles de la SAF continuent bon train. Donc, Bonnet Bidot est passé il y a 2-3 jours, j'ai pas refait le slide. Hein. La prochaine fois, Thierry Legault, ensuite Brigitte Alix qui va nous parler d'Astrolabe et qui va en amener beaucoup sur scène. Donc, vous allez pouvoir tous manipuler des astrolabes et des sphères armillaires, puisque je vais aller la chercher, je vais tout mettre dans ma voiture et on va amener ça au CNAM. Et la dernière réunion en juin, ça sera la chimie des régions de formation d'étoiles par une jeune doctorante, astrophysicienne, Audrey Coutances. Et alors, surprise pour la rentrée, j'ai enfin réussi à choper Jean-Pierre Luminet. Vous savez qu'il est à Marseille, il devait venir il y a 2 ans nous donner une conférence, et puis entre-temps, il y a eu un Covid, et bon, ça s'est mal passé, il n'a pas pu venir. On devait lui remettre le prix Janssen 2021, on en profitera pour lui donner son prix le 13 septembre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, ouais. Bon, vous savez tous que nos conférences sont enregistrées et stockées sur le site de la SAF. Vous avez ici le site générique. Bon, c'est toujours des noms compliqués hein, pour stocker ça, mais si vous allez sur le site de la SAF et cliquez sur le symbole YouTube, vous avez une chance sur 2 de tomber sur nos conférences. Voilà. Sinon, dans chaque compte-rendu, je donne le lien. Pourquoi? Ok. Il faut me dire pourquoi. Alors, excuse. Ça ne marche pas. Pourquoi? Ouais. Donc ça, c'est la conférence avec Françoise Combe. Alors, vous avez vu que malgré YouTube, hein, la salle était bien pleine. Hein. Elle a fait une conférence relativement hard sur les galaxies primordiales vues par le web. Avant-hier, c'était Jean-Marc Bonnet-Bidot qui nous a donné une conférence que je trouve, moi, extraordinaire, qui était super palpitante, intéressante, compréhensible pour la plupart des gens. Alors, vous avez remarqué qu'on nous avait changé d'amphithéâtre ce jour-là pour des raisons que je ne connais pas bien, mais enfin, peu importe. On était au dernier sous-sol du CNAM. Voilà. Il était très content, le public était très content. On était plus de 120 dans la salle quand même, malgré les problèmes de transport, et 176 sur YouTube. C'est la première fois qu'on était autant sur YouTube. Voilà. Alors, ces slides étaient super intéressantes. Je suis en train d'écrire le compte-rendu
Et dans quelques jours, vous pourrez le télécharger. Vous pourrez lire le compte-rendu et télécharger sa présentation si ça vous intéresse. Je pense qu'il a fait ça vraiment de façon didactique, notamment avec l'histoire de la balance. Moi, ça m'a bien plu. La prochaine fois, on recevra Thierry Legault, un retardataire. Voilà. Alors, Thierry Legault, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent son nom. C'est un célèbre astrophotographe. Il fait toujours des photos extraordinaires, comme le transit, vous voyez ici, le transit de la station spatiale devant le Soleil. Et il va nous parler d'astrophotographie. C'est donc le 12 avril. Le 9 mars. Non, le 9 mars, c'est la réservation. À partir du 9 mars, et c'est le 12 avril. Hein. Donc, vous pouvez vous inscrire, il y a encore de la place. Je pense que ça va être intéressant. Voilà. Vous savez qu'on a aussi des cours de maths pour la cosmologie avec notre ami Stéphane. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. D'ailleurs, on approche à peu près de la fin. Hein. Donc, à la fin de la session, on vous interrogera. On fera peut-être une petite interro écrite là, sur la formule d'en bas. Là. Voilà. Alors, d'autres conférences que vous pouvez trouver intéressantes, soit en région parisienne, soit pas trop loin, vous voyez. Je les passe, ça sera mis dans le compte-rendu. Voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent. Et surtout, je vous signale que le samedi 25 mars, nous recevons au CNAM, à partir de 16h, Madame Jocelyne Bell, enfin, elle s'appelle Jocelyne Bell Burnell, puisqu'elle est mariée, et cette dame, vous la connaissez tous, j'espère, c'est elle qui a découvert les pulsars. Et comme c'était dans des années où le machisme était roi, elle a découvert le pulsar, mais c'est son patron qui a eu le prix Nobel. Voilà. C'est des choses qui n'arrivent plus, hein, bien entendu. Je suis sûr. Bon, elle vous expliquera tout ça parce que après la remise de la médaille, elle nous donnera une conférence sur la découverte des pulsars. Bon, je suppose que cette conférence sera en anglais, bien entendu. Il ne faut pas que ça effraie les gens, mais ces slides seront compréhensibles. Voilà, donc, samedi 25 mars, entrée libre, il n'y a pas de réservation, entrée libre et obligatoire, je dis. Voilà. Alors, au bout d'un certain temps, ça... Et ce sera à quelle heure? 16 heures. À partir de 16 heures. Marqué, pauvre con. Parfait. Voilà. Alors, quelques actualités du James Webb. Alors, les galaxies, il s'intéresse beaucoup, bien entendu, aux galaxies lointaines. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, on est déjà un peu à la bourre, là. Voilà. Voilà, il découvre des galaxies super extraordinaires, galaxies spirales barrées, et dont le bulbe est double. Il y a un double spirale dans le bulbe. Voyez. Une autre galaxie, NGC 7487, il s'était intéressé aux galaxies qu'on pouvait voir de face, quand même. Elle est intéressante, cette image, hein, Oui. parce qu'on voit la figure de diffraction, en fait, au centre, l'étoile, en fait. Oui. Donc, en fait, c'est une étoile avec un noyau très lumineux qui donne une figure de diffraction. C'est assez rare, en fait. C'est dû aux hexagones des miroirs, en fait. C'est assez rare d'avoir ça, visuellement. Celle-là aussi, alors. Pardon? Non, non. Non. Il n'y a pas 8, hein. Moi, non. T'en vois 8, toi? Ah, en fait, non, il y en a 6. Il y a un tripode. En fait, il y a un des tripodes qui n'est pas aligné avec les autres. Normalement, il y en a 2 là, 2 là, 2 là, 2 là. Putain, tu vas rester dedans maintenant.
8 alors. Bon, on va faire une moyenne, il y en a 7. Ouais, je pense. Bon, Ouais. il y a doute. Et là, il y en a combien? Ouais, il y en a que 6. Hein, il y en a 6. Hein. C'est pareil, c'est le même système. Ouais. Alors, la barre centrale est relativement importante, ce que l'on voit ici. Alors, ces différentes images prouvent que ce sont bien les bras spiraux, les lieux de formation d'étoiles. Alors, il y a aussi des petits zizi qui ont été trouvés par les scientifiques, les cavités caverneuses, cavernous bubble, alignées avec les bras spiraux. Je dois avouer que je ne les ai pas identifiés moi-même. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une étoile qui perd. Alors, vas-y. Tu sais? Je crois que c'est un couple de binaires avec de la perte de poussière. Absolument. Regardez, ce sont deux binaires Wolf-Rayet qui tournent l'une autour de l'autre, si on veut. Et quand elles se croisent, à un moment, il y a influence des deux jets de matière. Et alors, ça sert en fait d'horloge, puisque je crois qu'on le voit. Voilà, vous voyez, on voit des cernes, comme des cernes d'un arbre. Non, c'est pas la diffraction. Hein, non, non, c'est pas vrai. la diffraction, c'est physique. Hein. C'est des cycles de 8 ans, ils se croisent tous les 8 ans. Et comme on peut voir 17 cernes. Donc, ils ont pu dater cet ensemble d'étoiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a trouvé, le spectro a trouvé. Oui, vas-y, tu peux dire. Mais on voit les 6 principaux, en fait. Et les 2 autres, c'est dû au tripode. Alors, il y a un des axes du tripode qui est aligné avec un bord et les 2 autres peuvent pas être alignés avec les 6 bords des hexagones. Ce qui fait, en fait, la petite barre au milieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans ces étoiles et ça joue un rôle dans la formation des étoiles et planètes. Alors, le web s'est aussi intéressé aux galaxies les plus anciennes et les moins lumineuses dans le cadre de la coopération JAD. Alors, JAD, ça veut dire, c'est marqué James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey. Et ils avaient obtenu un temps d'observation d'1 mois. Et voilà, ils sont intéressés à la zone du champ profond de Hubble. Et ça a été examiné. Et là, on a trouvé des... Alors, je vais vous passer tout de suite. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. On a trouvé 4 groupes de galaxies très anciennes. Vous voyez, celle du haut, il est à Z égale 13. Z égale 13, ça doit faire 400 millions après le Big Bang. Alors, et on voit très bien le décalage vers le rouge en partant du bas, la galaxie la plus récente à Z égale 10, et vous voyez le décalage du décrochage Lyman qui est là. Donc, on n'a pas dépensé 10 milliards de dollars pour rien avec le James Webb, ce que je dis à chaque fois. Le Webb a aussi fait une première occultation d'une étoile par un astéroïde de la ceinture, non pas de la ceinture, de la Centaure, c'est entre Jupiter et Neptune, c'est beaucoup plus loin. C'est Chariklo. Alors, ce n'est pas le nom d'un film, hein, c'est le nom d'un astéroïde. Hein, et on le savait déjà parce qu'on avait reçu il y a quelques années Bruno Sicardi qui nous en avait parlé. Et là, c'est le Webb qui l'a détecté. Et c'était aussi une des missions du James Webb. Ah, voilà, ça c'est une vue d'artiste. Et on voit ici la... Ah oui, j'ai pas de... Si on peut... Voilà, vous voyez ici l'occultation. Alors, elle n'est pas passée devant l'astéroïde lui-même, mais devant les anneaux. C'est comme ça qu'on a mis en évidence l'anneau double. On a pu calculer l'espace entre les anneaux, 9 km. C'est assez incroyable hein, quand même. Voilà.
On a même pu mesurer la composition de la surface, voilà. Et la surface, donc on voit qu'il y a évidemment, à ce niveau-là, c'est de la glace d'eau, hein, bien entendu. Water ice, il y a toutes les longueurs d'onde de la glace d'eau. Alors, il y a eu une petite polémique ces dernières semaines sur les trous noirs qui seraient à l'origine de l'énergie noire. Donc, je dois avouer que je n'ai pas compris. Je ne sais pas si toi, tu as compris. Tu nous le diras. Donc, j'ai demandé à notre amie Françoise Combe, grande spécialiste devant l'Éternel, de ce qu'elle pensait de cet article, de ces articles publiés dans The Astrophysical Journal. Et alors, bon, elle a fait une réponse relativement cash. Et voilà, elle a dit que c'était non physique. Enfin, elle explique ça, vous lirez ça, je l'ai publié hein, déjà. Hein, et que cette théorie est farfelue et irréaliste. Bon, de la part de Françoise Combe, je veux dire, c'est un oukase. Hein. Est-ce que c'est un article qui a été accepté dans Oui. une revue à référer importante? Bah oui, c'est une. Oui. Bon. Parce qu'il y a des pairs hein, qui vérifient, hein, c'est deux, voire trois scientifiques du même niveau. Et, bon, alors pour terminer, quelques petits ouvrages intéressants, alors là, facile à lire. Moi, je vous conseille celui-là, Hawking à la plage. Alors bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec Hawking, mais il prend prétexte d'expliquer le Big Bang et la création de l'univers en suivant la carrière de Stephen Hawking. C'est très facile à lire et vraiment, je recommande ce livre. Il est vraiment super. Et c'est Arnaud Cassan, qui est un astrophysicien de l'IAP qu'on connaît bien, et spécialiste des exoplanètes notamment. Et c'est vraiment un délice à lire. Notre ami Jean-Pierre Luminet a sévi, encore une fois, et il publie un bouquin d'astronomie lié à la peinture de Vincent van Gogh. Bon, vous savez que Van Gogh, il aimait bien peindre des cieux étoilés. Bon, c'est pas mal, son ouvrage, c'est intéressant. Hein, donc, quand il viendra au mois de juillet, au mois de septembre, si vous l'achetez, vous pourrez lui faire signer ça. C'est un livre très, très bien illustré et très bien commenté, comme il sait le faire. Vous savez que Jean-Pierre est très éclectique. Hein, il n'est pas seulement astrophysicien, hein, il est artiste, tout. Hein, voilà. Alors, la prochaine réunion, ça sera le 13 mai, samedi 13 mai. On reçoit David Smith, mais il sera en visio de Bordeaux, voilà, qui va nous parler comment peut-on capter les ondes gravitationnelles avec des pulsars. Vous ne savez pas, hein, moi non plus, il faudra l'écouter. Hein. Donc, voilà, j'enverrai les invitations 3 semaines avant, mais vous pouvez déjà noter la date. Et ce soir, on reçoit Olivier Laurent, astrophysicien, qui nous parle de l'intrication quantique suite au prix Nobel. Il va nous parler des inégalités de Bell, de tout un tas de choses très simples. Voilà. Et je vous remercie. Voilà. Alors, je vais vous parler d'intrication quantique. Vous m'avez fait dit. Donc, on a eu un prix Nobel récemment, Alain Aspect, plus 2 autres personnes. Donc, Alain Aspect, français, qui a eu le prix Nobel autour de ses expériences sur l'intrication quantique dans les années 70 et le résultat au début des années 80. Et il a beaucoup travaillé, en fait, avec d'autres équipes jusqu'à présent sur des expériences concernant les photons et la physique quantique en utilisant des photons, dont l'intrication quantique. Ops. Alors, je me suis rendu compte en fait que j'ai fait l'hypothèse que vous connaissiez un petit peu la mécanique quantique, hein, alors que pas forcément, je ne sais pas. Donc, en fait, j'ai fait juste 2 mots en fait. J'ai pas de présentation, j'ai pas de transparent pour présenter ça, mais de slide, mais c'est voilà. Donc en fait, jusqu'à la fin du 19e, en fait, les physiciens avaient 2 notions importantes. Hein, la notion de particules qui était réservée à la matière, au niveau vraiment purement
théorique fondamentale et la partie onde qui était réservée à la lumière. C'est-à-dire que la lumière était considérée comme une onde électromagnétique avec les équations de Maxwell et tout ce qui était matière, matériel, était gouverné avec les lois de Newton et contenait des particules. Voilà. Au début du XXe siècle, il y a eu un bouleversement en 1905 avec Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique au niveau de la lumière. Il a fallu incorporer la notion de corpuscule qu'on appelle le photon. Donc tout d'un coup, la lumière, c'était une onde électromagnétique et un photon, l'un ou l'autre. Et quelques années après, dans les années vers 1923, il y a eu Louis de Broglie qui a incorporé cette fois la notion d'onde aux particules de matière. Par exemple, l'électron a des caractéristiques ondulatoires. Donc en fait, voilà. Donc en fait, onde et corpuscules en fait cohabitent. Et c'est essentiellement ça les problèmes en fait qui vont venir avec la mécanique quantique et la compréhension du monde quantique, c'est la cohabitation en fait de ces deux notions. Alors là, c'est une image en fait qui a été prise par un Paul Ehrenfeld, qui est un grand ami en fait d'Einstein, qui a pris cette image donc chez lui en fait en 1925. On voit Niels Bohr et Albert Einstein qui discutent en fait, c'est une photo assez célèbre de la mécanique quantique. Il y a un petit trait là qui se donc voilà. Donc en fait, les discussions ont commencé en fait assez tôt en fait, en 1925. Quelques années avant, il y avait l'équation de Schrödinger en 23. Louis de Broglie avec sa thèse en 1923. Donc voilà, il commence déjà à essayer de comprendre et essayer d'interpréter. Alors là, je vous ai mis en fait les deux visions, la vision d'Einstein et la vision de Bohr. Alors Bohr, enfin Einstein déjà, c'est la vision qu'avaient tous les scientifiques en fait de l'époque. C'est un réaliste scientifique. Alors, un réaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un, un physicien qui pense qu'il y a une réalité objective qui existe et qu'elle est indépendante de l'observateur. En fait, il n'y a pas besoin d'observer quelque chose pour imaginer que la chose existe. Et même sans l'observer, la chose existe par essence. Donc, en philosophie des sciences, en fait, on a deux notions qui arrivent assez souvent. En fait, on parle de l'ontologie. Donc, en fait, c'est l'étude des êtres et des choses en elles-mêmes, en fait, et non telles qu'elles nous paraissent. Et l'épistémologie, c'est l'étude des sciences et des connaissances au sens large. Donc, en fait, ces deux notions, en fait, c'est-à-dire l'ontologie et l'épistémologie, en fait, c'est-à-dire le réalisme scientifique, au niveau ontologique et épistémologique, indique que la science doit nous permettre de comprendre, en fait, la nature. Une réalité indépendante de notre esprit. Et la nature est celle qui est décrite par la science. C'est-à-dire que la science doit nous permettre en fait d'accéder finalement à la nature et à ce qui existe et pas à quelque chose qui serait dépendant de nous. Bohr, c'est un antiréaliste et aussi, c'est pas tout à fait la même notion, mais aussi on dit positiviste. Ce sont des notions philosophiques aussi, mais elles sont aussi attribuées à la science physique. Donc en fait, c'est le refus d'une réalité objective. On doit s'en tenir, alors au niveau, c'est un positiviste, donc on doit juste s'en tenir aux relations entre les phénomènes et ne pas chercher à connaître leur nature intrinsèque. Typiquement, en fait, on ne cherche pas à savoir ce que réellement une particule, on cherche juste à comprendre en fait qu'est-ce qu'on détecte, voilà, avec nos appareils de mesure, et pas qu'est-ce que la particule en elle-même, qu'est-ce que l'espace ou qu'est-ce que voilà. Et donc en fait, la science, c'est ça, c'est de comprendre en fait les phénomènes qui nous entourent. Et finalement, on ne sait pas du tout ce qui se passe au plus profond en fait des choses, et peut-être que ça ne nous est pas accessible. En fait. Donc en fait, il renonce complètement à l'existence d'une réalité objective, indépendante de l'observateur. La seule chose qui compte en fait, c'est ce qu'on peut observer, tout simplement. C'est des notions complètement opposées en fait. Pour Einstein, en fait, ça ne dépend pas du tout de l'observateur. C'est des choses qui doivent pouvoir potentiellement nous être accessibles à un jour ou à un autre, même si on ne les connaît pas maintenant, on connaîtra peut-être plus tard. Et pour Bohr, en fait, non, il y a des choses en fait qui ne sont pas accessibles, ou en tout cas qui ne sont pas du domaine de la physique, tout simplement. Donc en fait, c'est une citation de Bohr. Il n'y a pas de monde quantique, il n'y a qu'une description physique quantique, un modèle quantique en fait abstrait. Il est faux de penser que la tâche de la physique est de découvrir comment est la nature. La physique concerne ce que nous pouvons dire de la nature. Ça, c'est Bohr qui dit ça. Vous voyez, ces deux notions vraiment sont à l'opposé, et c'est en fait tout le sujet en fait des expériences de
d'Alain Aspect et des autres qui ont eu le prix Nobel, c'est de montrer en fait que c'est Bohr qui a raison. C'est Bohr qui a raison. Et on va voir ça un peu plus en détail. Enfin, avec entre guillemets quand même. Je vais vous faire quelques principes. Je pense que c'est important de connaître les principes fondamentaux de la physique. Là, on parle en fait de. Ce qui est intéressant avec l'application quantique, c'est que ce n'est pas un sujet comme les autres. Hein. C'est qu'on parle des fondements en fait de la physique et au sens large en fait de la nature qui nous entoure. C'est ça que c'est intéressant. C'est pour ça que ce prix Nobel est très intéressant. C'est que c'est pas juste un sujet comme les ondes gravitationnelles, etc. Ce sont les fondements en fait. Sur quoi c'est les axiomes entre guillemets comme si on faisait des mathématiques. Voilà. Parce que les fondements sont corrects et on essaie de comprendre ça en fait. Donc en fait, il y a un principe très important qui est le principe de localité. Alors le principe de localité en fait, c'est un objet n'est influencé directement que par son environnement immédiat. En fait, on dit qu'une théorie en fait est locale quand elle est dans cette situation-là. L'alternative, c'est quoi? C'est une action instantanée. Donc là, il n'y a pas de notion de localité. Instantanément, je peux avoir une action sur un objet à une distance indéfinie, voire infinie. Bien sûr, la physique est locale avant la mécanique quantique. Et en fait, cette localité, elle est arrivée en fait par la théorie des champs. En fait, au 19e siècle, on a compris en fait que pour transmettre en fait une force, etc., on avait besoin de la notion de champ. Et la notion de champ, comme il y a une propagation, permet d'expliquer la localité. En fait. Alors, il faut savoir que en fait, la gravitation de Newton n'est pas une théorie locale, puisque selon Newton, la gravité se propage instantanément. Il avait, voilà, il n'y a pas de transfert de gravitation à la vitesse de la lumière, ce n'était pas connu à l'époque. Donc, la théorie de la gravitation newtonienne en 1 sur R2 classique est une théorie qui se propage instantanément. Instantanément, ça veut dire indépendamment de la vitesse de la lumière. Oui, voilà. Tout à fait, de façon instantanée. Il n'y a pas de notion de. Voilà, il n'y a pas de notion de propagation. Voilà. Donc, en fait, comment on arrive à avoir cette influence, en fait, eh bien, en fait, soit par onde, soit par particule, en fait, pour qu'il y ait quelque chose qui se propage. Donc, l'électromagnétisme de Maxwell est local. Il y a bien une propagation des ondes électromagnétiques. La loi de la gravitation selon Newton ne l'est pas. Mais heureusement, Einstein est arrivé et avec sa théorie de la relativité générale, il a remis de la localité dans la gravitation, puisque maintenant la gravitation se propage à la vitesse de la lumière quand il y a une variation de gravité. Donc la notion de localité est revenue. Et ce que j'ai mis en rouge, la mécanique quantique est considérée comme une théorie non locale. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en fait tous les principes élémentaires de physique classique en fait sont remis en cause par la mécanique quantique. Et il faut faire attention parce que, au sens strict, en fait, on dit que la théorie, la mécanique quantique est non locale, mais il n'y a pas de transfert d'information. Et voilà, il n'y a pas de transfert d'information, il n'y a pas de transfert d'énergie. Donc, en fait, c'est une non-localité particulière. Donc, en fait, il faut faire très attention quand on dit non locale, parce qu'on ne peut pas transmettre de l'information à une vitesse supérieure à celle de la vitesse de la lumière. La mécanique quantique ne remet pas en cause la relativité restreinte. C'est extrêmement important. Alors, juste un petit point sur Newton. Je vous montre ça parce que c'est juste pour vous montrer que Newton, en fait, était tellement en avance, en fait, qu'il avait compris que sa propre théorie avait un problème. Il a écrit une lettre, en fait, à un théologien. Il en a écrit plein, en fait. C'est bien documenté, etc. Hein, c'est bien étudié. Et dans sa lettre, en fait, je vous laisserai la lire, mais en fait, il indique que sa théorie a un problème. C'est qu'il ne sait pas comment la gravité se propage. Il l'avait compris, hein, et il s'est dit, en fait, ce n'est pas possible qu'il y ait une propagation instantanée. Il doit y avoir sans médiation, dans le vide. Donc, il y a un problème, et à la fin, il dit, j'ai laissé la considération de mes lecteurs. Voilà. Donc, la gravité doit être causée par un agent constamment, selon certaines lois, mais cet agent, soit matériel ou immatériel, est une question que j'ai laissée, voilà, à la considération de mes lecteurs. Donc, il a compris en fait qu'il lui manque quelque chose. Bien sûr, ce quelque chose, c'est que la gravité se propage au travers de l'espace-temps, qui est le vide. Et en fait, le vide n'est plus vraiment vide, puisque le vide, c'est de l'espace-temps qui est quelque chose. Quand même, en 1690,
on connaissait la vitesse de la lumière, on l'avait même mesurée. Tout à fait, ouais, quelques années avant par Romer. Oui, Romer. Ouais, C'est à peu près. Ouais, tout à fait. Mais elle restait complètement instantanée. Même la loi de Coulomb, quand elle a été découverte en premier, peu de temps après, était en 1 sur R2, car elle a la même forme. Mais elle est aussi instantanée. Il a fallu attendre la théorie des champs et l'intégration avec les équations de Maxwell pour voir des phénomènes retardés de propagation, en fait. Oui, tout à fait, oui. Mais en fait, à l'époque, on ne pouvait pas du tout imaginer que la lumière avait quoi que ce soit à voir avec la gravité. Maintenant, la célérité de la lumière le sait, en fait. Ce n'est pas uniquement la vitesse de la lumière, c'est une constante fondamentale qu'on retrouve partout, même quand il n'y a aucun phénomène lumineux qui est présent. C'est-à-dire qu'en effet, elle est présente dans l'équation d'Einstein qui explique la gravitation, alors que la lumière, on n'en a pas besoin. D'accord. Maintenant, la constante de la lumière, c'est une constante fondamentale de la structure de l'espace-temps, en fait. Elle est déjà dans la relativité restreinte. Elle est dans la relativité restreinte, tout à fait. C'est une constante fondamentale, même quand il n'y a pas de gravité, c'est une constante fondamentale de la structure de l'espace-temps, même vide. Tout à fait. Ouais. Elle a dépassé son stade où c'est uniquement la lumière. Elle concerne toute la physique et la mécanique quantique également. Le déterminisme. Alors, je vous ai parlé de la notion de localité. Le déterminisme, c'est voilà. En fait, on a des conditions initiales et la science, en fait, nous permet de prédire exactement les conditions finales. Alors, bien sûr, on peut avoir des mouvements chaotiques. C'est la causalité. C'est la causalité. C'est la causalité. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est proche de la causalité, tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, alors, c'est pas tout à fait pareil. Mais le déterminisme, c'est qu'on arrive de façon certaine à prédire en fait le futur à partir des conditions initiales. Si on a toutes les conditions initiales et qu'on applique les lois qu'on connaît, en fait, on peut prédire avec suffisamment de précision. Après, c'est un problème de précision. Même les phénomènes chaotiques sont déterministes, simplement qu'on ne connaît pas les conditions initiales avec une infinité de décimales, on va dire, avec une précision infinie. Voilà. La physique quantique, elle est probabiliste, selon l'interprétation de Copenhague, qui est l'interprétation initiale en fait des fondateurs. Il y a d'autres théories, d'autres interprétations qui permettent de conserver ce déterminisme, mais comme par exemple la théorie des mondes multiples, je ne vais pas en parler, du Guédret, mais qui conserve le déterminisme, mais avec des multivers. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un déterminisme fondamental. Alors, en fait, l'incompatibilité du déterminisme et de la théorie quantique, alors, en fait, c'est lié à un phénomène qui est très important, qui est des états superposés, c'est-à-dire, en fait, on peut avoir quelque chose qui est à la fois, comme le chat, mort ou vivant. Et en fait, on a quelque chose, en fait, qui n'est pas défini de façon certaine, c'est-à-dire que, voilà, on a un état qui est à 50% chance mort et vivant en même temps. Voilà. Et on a ça pour, alors bien sûr, le Schattenberger, c'est un exemple, mais on a ça pour les positions des vitesses, spin. On ne peut pas les connaître avant leur mesure. Donc, c'est un peu le problème du déterminisme, puisque pour connaître justement l'état final, il faut qu'on puisse mesurer les choses. Donc, en fait, la mécanique quantique, elle est fondamentalement imprédictible et aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a un côté probabiliste qui arrive, on peut faire que des probabilités de détection, par exemple, et bien sûr, aléatoire. La détection de se fait de façon aléatoire. Si je fais la même expérience, je vais avoir l'objet, la particule qui va détecter un autre endroit. Donc, le déterminisme, pareil, ça c'est pour la mécanique quantique, c'est difficile. Et la notion de causalité, qui est extrêmement importante, et qui est aussi en lien avec la relativité restreinte, mais qui existait avant, c'est qu'on a la cause qui précède l'effet. Il y a un ordre temporel. Autrement dit, en fait, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir dans le passé. La cause précède l'effet. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Alors là, je vous ai défini un cône de lumière de relativité. Là, on a un événement, la vitesse de la lumière ici.
Donc, en fait, cet événement ici, il ne peut être influencé que par les événements dans son cône de lumière passé, et il ne peut influencer dans le futur que les événements qui vont être dans son cône de lumière futur. Si vous prenez un événement ici et un événement ici, ils ne sont pas liés causalement. Tout simplement, ils sont suffisamment loin. Et alors, bien sûr, ils vont pouvoir envoyer un signal. Pardon. Allez, quand je l'écran, faut pas. Alors, on va pouvoir envoyer. Voilà. Et en fait, les expériences d'Anna Asper, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont justement s'assurer en fait qu'on ait deux événements qui sont séparés par un intervalle d'espace spatial et non pas temporel. Voilà. Il faut surtout que les deux événements soient là. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une possibilité de communication à la vitesse de la lumière. Ça, son expérience. Donc voilà, les phénomènes sont de nature probabiliste. Donc la désintégration radioactive, voilà, il y a un temps de demi-vie, mais on n'est pas certain que pendant ce temps de demi-vie, la particule va se désintégrer. Hein, c'est probabiliste. Et bien sûr, toutes les mesures qu'on fait en mécanique quantique, la mécanique quantique ne donne en fait que des probabilités de détection et après, on détecte et on regarde. Thierry, photographie. Alors, les propagations d'ondes sont déterministes. C'est au niveau de la mesure qu'il y a une... Tout à fait, je vais revenir après. L'équation de Schrödinger est complètement déterministe. C'est la mesure, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. C'est la mesure en fait qui donne cette probabilité. Tout à fait. Ouais. Donc là, la causalité, alors voilà, certaines interprétations de la théorie quantique en fait suggèrent qu'elle viole le principe de causalité. Alors pourquoi? C'est donc quand on a le Schrödinger en fait, qui est à la fois dans un état mort et vivant, hein, à 50%, par exemple, ça semble impliquer quoi en fait? Que l'état futur du système n'est pas déterminé par son passé. C'est-à-dire en fait, quand on va ouvrir la boîte et qu'on va voir le chat, entre guillemets, il faut faire des petits chats de Schrödinger, mais soit mort, soit vivant, en fait c'est là que se réalise en fait l'état du système. Ce qui veut dire que en fait, il n'est pas déterminé par son passé. Son passé, voilà, en fait, c'est le futur qui détermine, en fait, c'est l'acte de mesure qui détermine l'état du système. C'est le futur qui détermine le présent? En fait, non, c'est le futur, l'acte d'observer qui détermine l'état du système, alors qu'il a été, en effet, que l'équation de Schrödinger, on va revenir un petit peu, est complètement déterminisme. Donc, elle suit bien une équation différentielle classique avec les conditions initiales, on arrive aux conditions finales. Et c'est dès qu'on observe que là, on a ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes et que l'équation de Schrödinger, en fait, change complètement de statut et suite à l'observation. Excuse-moi, Olivier, il ne faut pas plutôt dire que l'état final n'est pas complètement déterminé par son passé, parce qu'il est en partie déterminé par le passé. Oui, mais à partir de deux états qui existent, il y en a un des deux qui est choisi à la fin. Oui, si tu veux, oui. Mais bon, il y en aura qu'un des deux qui sera. C'est-à-dire que tu. Ouais. Mais c'est quand même quand tu observes que. Oui, mais il peut pas être dans un autre état que ceux qui étaient là au point de départ. Non, il ne peut pas être dans un autre état que parmi l'ensemble des possibilités possibles. L'ensemble du spectre de distribution, oui, tout à fait. Mais il n'est pas forcément discrétionnaire. Hein. Il peut être continu. Hein. Donc, en fait, il y a une infinité de possibilités. Mais dit comme ça, on croirait qu'il y a deux possibilités ou plus. En fait, non. Si on dit superposition, on suppose qu'il y a déjà deux ou plusieurs choses. Si on dit combinaison linéaire. Je vais en parler, ouais. C'est pas du tout la même chose. Alors, parce que si on dit, si on décompose, il y a un état qui est fixé. Si on dit on le décompose comme ça, on a à la fois là et là. Si on le décompose comme ça, on a à la fois là et là. Non, ça ne va pas. Ça dépend de la base dans laquelle on se place. Alors que l'état, j'ai ce qu'il est l'état. Il est déterminé. Oui, alors en fait, on peut projeter l'état sur des bases différentes. La détermination. Oui. Mais c'est que. Mais l'état, il est bien déterminé. Maintenant, c'est ses composants dans une certaine. Alors attention, oui, l'état est déterminé, mais à partir du moment où je fais l'acte de mesure, je change l'état, et l'état arrive dans un des états propres, en fait, potentiels de mon état initial. Un seul. Et là, c'est mon acte de mesure qui l'a fait. Et à partir de là, ça continue à évoluer avec l'équation de Schrödinger jusqu'à une prochaine observation. Mais
Mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas revenir en arrière. On n'a pas le droit de dire. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas, avec, à partir de mon état final. On va dire qu'on est à la fois dans les états. Non, ouais. Ce que je veux dire, c'est que la causalité, c'est-à-dire à partir de juste après mon observation, je ne peux pas revenir en arrière. C'est ça que je veux dire. Ça, d'accord. Et la causalité, en fait, elle permet ça. En fait. On continue. Parce qu'on n'est pas encore Donc, arrivé. l'interprétation, voilà, là je vais en parler un petit peu, de l'interprétation classique de Copenhague. Donc, l'équation de Schrödinger qui est complètement déterministe et la probabilité intervient avec la règle de Born. Donc là, je vous ai mis en fait un état pur qui est composé en partie d'un chat mort et d'un chat vivant, à prendre le chat. Et les probabilités, en fait, ça va être les coefficients en fait, qui vont être devant chacun de ces états. Et quand j'ai observé ma fonction d'onde, juste après l'observation, en fait, il y a une réduction du paquet d'onde. Et en fait, elle devient piquée. Là, par exemple, typiquement, c'est la position d'une particule. Donc ça, c'est avant l'observation. Et ça, c'est l'acte de mesure. C'est le problème de la mesure. On appelle l'effondrement de la fonction d'onde, le collapse. Voilà. Donc, en fait, juste avant, la mécanique quantique, elle nous prédit, en fait, le phi. Donc, c'est important, c'est une onde non physique. On n'a jamais détecté une fonction d'onde. Elle est non observable, on ne l'a jamais observée. C'est un intermédiaire de calcul. Donc, en fait, quand on parle de psi, là, ce fameux psi, c'est un intermédiaire de calcul. Et ça existe quand même. Ah, c'est un intermédiaire de calcul. Voilà. Ce qu'on détecte, nous, ce sont les probabilités. Ouais. C'est-à-dire, en fait, une fois que la réduction se fait. Voilà, exactement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la première fois en physique, en fait, qu'on commence à faire de la physique en utilisant des concepts qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire, en fait, c'est juste leurs conséquences qui sont accessibles à l'expérience. Mais ce n'est pas le concept lui-même. Et ça, c'est aussi la première fois. C'est vraiment très nouveau, en fait. Tout bouge, en fait. Alors, bien sûr, au début, quand Schrödinger a fait son équation, il pensait vraiment que psi était la distribution, la répartition d'électrons. Il pensait réellement que c'était une vraie réelle. C'était réel. Et après, ils ont essayé complètement. Il était complètement comme Einstein. Il fallait absolument que ça soit une vraie onde physique. Mais actuellement, non. Désolé. En tout cas, la plupart des gens, on n'a jamais pu même mettre en évidence en fait un mouvement ou une cinématique de la fonction d'onde. Alors, un état quantique, qu'est-ce que c'est? Là, je suis obligé de parler des états quantiques un petit peu. Donc là, on va faire un truc assez standard. J'ai récupéré, je trouvais bien cette image. On a une boîte avec une balle dehors. On va l'appeler 0. C'est un quête, c'est une notation en mécanique quantique inventée par Dirac. Donc, on va dire que c'est 0 quand elle est en dehors et on va dire que c'est 1 quand elle est à l'intérieur. D'accord? L'équation de Dirac est une équation linéaire. Donc, une solution une solution de l'équation de Schrödinger et une autre solution de l'équation de Schrödinger, quand je fais la somme des deux solutions, c'est aussi une solution. Donc, en fait, la superposition, la somme de ces deux fonctions d'onde est aussi une solution. Et c'est ça qu'on appelle une superposition quantique. C'est-à-dire que ça, c'est un état pur, c'est une vraie solution qui existe, qui contient les deux possibilités en même temps. C'est bon? Une vraie solution physique, tu as dit. C'est une fonction qu'on arrive à faire. Ça n'existe pas en physique classique. Ça existe, bien sûr. Ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment purement quantique. C'est-à-dire que c'est un objet qui est à la fois en dehors de la boîte et dans la boîte en même temps. Et il ne devient que... Et on ne l'observe jamais. Ce qu'on observe, c'est sa réduction. On ne l'observe jamais. C'est pour ça qu'il est abusif. On fait croire qu'il y a un problème. On fait croire qu'il y a un problème parce que la façon de dire est abusive. L'équation est bonne, mais la façon de la dire. Si on prend un champ électrique, un champ, un nombre de photons bien déterminé,
si on se place dans un état de Fock avec un nombre de photons bien déterminé. On a une certaine description, une décomposition, on va dire on a à la fois ceci, cela. Si on se place dans un état où le champ électrique est bien déterminé, alors on est à la fois dans tel état et tel état. Et suivant dans le même espace de Hilbert, suivant on prend une base ou on prend l'autre, on dira on est dans l'état à la fois ça ou à la fois ça. Ça va dépendre de ce que ça va dépendre de ton appareil de mesure aussi, en fonction des bases que tu vas prendre. Voilà, on va choisir la base suivant ce qu'on veut mesurer. Ah oui, tout à fait. On fera une interaction. Mais le fait de dire on est à la fois ça et ça, ben non, c'est parce qu'on veut le voir comme ça. Alors que si on l'avait vu dans l'autre base, Ah non, non, on aurait non, dit non. ah, ben, on est à la fois. Ah non, 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 les expériences de Charles, pardon. Non, 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 je ne suis pas du tout d'accord. On a eu un autre prix Nobel de physique, Serge Laroche, qui a travaillé sur la décohérence. Ces choses-là, ça existe. Hein. Non, mais Ça existe. Hein. En même temps. Ça existe. Hein. Les deux sont en même temps. Hein. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. C'est ça qui est super important, que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est les deux en même temps. C'est ce que j'ai appris moi, quand j'étais Voilà. étudiant, il y a 50 ans. On m'a dit, c'est pas la peine d'essayer de comprendre, fais les calculs et tu trouveras les résultats. Ouais. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, bah, j'ai fait les calculs, puis voilà, puis depuis. Bon, alors, effectivement, avec ce que fait Aspect, et surtout le livre de Serge-Laroche, j'ai un petit peu mieux compris, mais juste un petit peu. Je vous ai mis en fait les notions, on va dire, classiques en mécanique quantique et d'état pur. En fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un état pur. C'est-à-dire, un état pur, il n'est pas décomposable en autre état. Il n'est pas factorisable avec d'autres états qui seraient purs. Et on ne peut pas le décomposer. Ce qui Il veut est dire 0 ou 1. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que c'est un état en fait qui n'est pas séparable, c'est-à-dire que ces deux particules sont intriquées, non séparables. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a en physique classique. Là, c'est un regroupement de spins non intriqués. Il y a 50% des spins qui sont sur le haut, qui vont vers le haut, et 50% qui vont vers le bas. C'est ce qu'on appelle des états mélangés. Mais c'est complètement différent de ça. Ça, on a un état pur ici avec un spin vers le bas, là, un autre état pur, etc. Là, c'est un seul état pur. Voilà. Donc, on a, mais au niveau observationnel, on va observer, sur le site internet, on va observer un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les expériences de mécanique quantique qui ont été faites pour l'intrication, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend en fait un état parfaitement connu, un état pur. On peut avoir ce type d'état-là qui donne bien sûr le même résultat. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en effet, l'équation de Schrödinger, l'évolution est complètement déterministe. Quand on observe juste cet unique état. Et en fait, quand on va l'observer, en fait, on va avoir la projection en fait, de cet état sur l'une des bases. Donc, on va observer soit lambda qui correspond à cet état-là, soit lambda 2 qui correspond à cet état-là. Et c'est là que la notion de probabilité intervient. Ça, c'est la nature intrinsèque de la mécanique quantique. Quand on a des états mélangés, en fait, qui sont non intriqués. En fait. Donc, quand vous indiquez, je ne vois pas de flèche. Pas de flèche. Vous montrez avec le doigt, mais je ne vois pas la flèche. Vous n'avez pas de flèche pour montrer les différentes parts de la diapo. Ouais, je vois, vous voulez dire, Attendez, avec peut-être. Ah oui. Non. Ah oui, il faudrait avoir. Non, désolé. Alors là, j'étais dans la partie gauche, en fait. Vous n'en faites pas, je peux te filer. Merci. J'étais dans la partie gauche, en fait, dans la partie superposition d'états avec le psi, en fait. Et D'accord. là, je suis dans la partie droite, sur la partie état mélangé statistique, où en fait, on fait la somme des états, Ah oui, les états, on a une probabilité. On ne voit pas ta main dans le. Ouais, je sais, je sais, les gens aussi. Mais on devrait. Et en fait, quand on fait une mesure, en fait, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait des mesures en physique statistique. En fait, on va avoir un certain pourcentage de lambda 1 parce qu'il y a un certain pourcentage d'état qui est en lambda 1, qui est dans cet état-là, qui est le U1, et un autre pourcentage qui est lambda 2 parce que les états sont en U2. Voilà. Donc, au niveau résultat, ça va être la même chose. Mais au niveau physique, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qu'on nomme un état mélangé avec une connaissance imparfaite du système. Et là, on connaît parfaitement le système. C'est-à-dire la fonction d'onde, en fait, elle nous donne une connaissance intégrale du système. Par contre, en effet, lors de l'acte de la mesure, la probabilité, en fait, intervient.
Et bien sûr, la fonction d'ombre, une fois qu'on l'a observée, en fait, elle est projetée en fait, sur le psi disparaît, en fait. Et on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça la problématique. C'est probabiliste. Alors, maintenant, là, je vous ai parlé d'une particule qui pouvait être soit dans la boîte, soit dans l'autre. Maintenant, je vais vous parler de deux particules, parce que l'intrication, c'est entre deux particules. Donc là, j'ai la même boîte avec deux boules différentes, de couleurs différentes à l'extérieur. J'ai mon quête qui est ici, avec le 0, 0. J'en ai une à l'intérieur, une à l'extérieur. Vous voyez un peu comment ça marche. Et à partir de ça, ce sont des solutions, des équations. Je peux construire des superpositions. Et ça va être des états intriqués. Alors ça, c'est un état intriqué, ce n'est pas celui qui est utilisé. Et donc là, on a vraiment les deux particules qui ne forment qu'un seul état, même si elles sont séparées par de grandes distances. Et dès qu'en fait, on observe une particule, ben en fait, l'autre particule, en fait, son résultat est corrélé avec la première observation de façon instantanée. Il y a encore le terme instantané. En fait, on a une corrélation. C'est ça on a une corrélation. Voilà, on a une corrélation. Voilà, on a une corrélation, en effet. Et on est sûr, en fait, que le signal n'a pas pu être transmis parce qu'on fait en sorte, en fait, que les distances soient suffisamment grandes. Voilà. Donc, en fait, alors, on peut faire des systèmes intriqués avec pas que de particules, avec plusieurs particules. Enfin, ils en font avec plein de particules maintenant. Donc, c'est déjà assez difficile avec une de particules. Vous nous parlerez des ordinateurs quantiques à la fin? Non, on pourra parler. C'est exactement ça. Alors, Demain. Ouais, je vous montre les 4 états intriqués de Bell qui sont utilisés dans les ordinateurs avec les qubits, en fait. C'est les 4 états d'implication maximale, donc de 2 particules. Donc, en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est souvent celle-là qui est utilisée, en fait. Donc, on a une particule qui est en spin. Ne dis pas celle-là, les gens ne le voient pas. La psi-, celle qui est tout en bas à gauche. Il y a un pointeur dans PowerPoint, mais il faudrait sortir, c'est compliqué. Si tu veux, si tu as besoin d'un pointeur, il y en a un dans PowerPoint. Oui, et Ne fais pas de mouvement avec ton bras. Pardon? oui, l'écran est tactile, hein, et éventuellement il y a un stylo et effectivement on peut prendre le pointeur de PowerPoint et vous avez des stylos qui sont magnétiques, là, qui sont à la base de l'écran que vous pouvez utiliser. Stylo. Je regarde si j'ai quelque chose ici. J'ai un pointeur laser. Voilà, vous prenez le pointeur laser et vous prenez un des stylos où vous utilisez votre doigt, simplement. Voilà, ça marche. C'est top, merci. Super. Voilà. Donc voilà, en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir en fait. Donc si on détecte donc la particule, elle va être dans 2 états possibles. Mais si on la détecte avec un spin en haut d'un côté, on va la détecter avec un spin en bas de l'autre côté et inversement. Et ça, c'est le même objet. En fait, on dit que ces objets sont intriqués, même de façon maximale. Et c'est ça, en fait, c'est les expériences qui sont utilisées pour les expériences EPR. EPR, c'est pour Einstein-Podolsky-Rosen. Alors, par contre, après, maintenant que j'ai fait ça, je fasse ça. Voilà. Alors, en fait, le problème, il est arrivé en 1935. On a compris qu'il y avait un problème avec la mécanique quantique, avec l'intrication quantique. C'est Einstein, Podolsky et Rosen qui ont fait le premier article. Voilà, donc je vous ai fait une petite copie ici. Donc en fait, pour eux, en fait, la réalité de la mécanique quantique ne peut pas être complète parce qu'en fait, ils ont compris en fait que dû à l'intrication quantique, il devait y avoir une sorte d'action à distance instantanée. Et ça, la relativité restreinte l'interdit. Et Einstein qui a fait la relativité restreinte. La relativité générale, bien sûr, on ne pouvait pas la mettre, mais la plupart des physiciens ne comprenaient pas. Et donc voilà, c'est dû à ce type d'action instantanée, spooky action, en fait, comme disait Einstein, que les problèmes sont arrivés.
Et en fait, pour Einstein, en fait, il parlait de variables cachées, c'est-à-dire lui, dans son idée, c'est que les particules, en fait, quand on détecte une particule avec un spin en haut, l'autre est forcément avec un spin en bas, même si elles sont très éloignées. Et pour Einstein, en fait, dès le départ, les particules, quand on était intriquées, elles étaient proches, en fait, elles sont parties déjà avec leurs états. Donc, l'état était prédéterminé. Et donc, on a juste, c'est comme si vous avez une paire de chaussures, la partie gauche et droite du pied, vous mettez dans une boîte et en fait, vous mettez dans deux boîtes et vous les séparez à deux bords de l'univers. Quand vous ouvrez une boîte, vous voyez que c'est la paire de gauche. Automatiquement, vous savez que l'autre boîte, c'est la paire de droite. D'accord ? Mais pour Einstein, c'était ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une variable cachée, en fait, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dans la théorie et qui, ce qui est surtout important, qui dès le début, définit en fait l'état du système. Et pour la mécanique quantique, ce n'est pas du tout ça. L'état du système est toujours en superposition juste avant qu'il soit observé. Donc, il n'est pas défini depuis le début. C'est juste avant l'observation que là, la réduction se fait. Et c'est ça qui. Et comment on peut le savoir qu'il y a une variable qu'on ne connaît pas dans notre théorie? C'est compliqué. C'est Bohr qui a émis cette hypothèse. C'est ça? Alors Bohr a répondu. Alors, juste pour la petite info, entanglement, ça a été créé par Schrödinger en 1935. Pour la première fois, on parle d'intrication. C'est le terme qu'il a utilisé. En français, on parle d'intrication d'enchevêtrement. Mais c'est la première fois que ça a été utilisé en physique. C'est juste pour l'aspect historique. Donc, en fait, là, je remonte un peu l'expérience de pensée EPR. En fait, c'était simple, c'est qu'on met un état pur dans… Laser. On met un état pur ici, ça marche bien, dans deux superpositions, dans une superposition d'états 1 et 2, donc une boule rouge et bleue à 50%. Une superposition, c'est un seul état. Si on observe la boule rouge à un endroit, l'autre doit être bleu, même si elles sont éloignées d'une très grande distance. Sachant que, quand on fait les observations, ils n'ont pas eu le moyen de communiquer entre elles. C'est ça, en fait, c'est une sorte d'action à distance instantanée qui contrôle la relativité, mais il n'y a pas de transfert d'information. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure de contrôler, en fait, la probabilité du résultat. On n'est pas en mesure, en fait, de dire « je vais envoyer que des boules rouges ». À chaque fois, il y a toujours 50% de boules rouges, 50% de boules bleues. On ne maîtrise pas, en fait, le message. Donc, heureusement que la mécanique quantique est probabiliste, parce qu'on aura un problème, en fait. On aura un problème à cause de cette action, entre guillemets, à distance. On n'a aucun moyen de transmettre l'information. C'est super important, ça. Ça ne remet pas en cause la relativité restreinte, mais c'est quand même surprenant. Donc, les trois prix Nobel. Closure, ça a été le premier à faire des expériences d'intrication quantique et qui viole les inégalités de Bell. On parle un tout petit peu après. Alain Aspect, qui les a confirmées de façon évidente, claire, début des années 80. Et Anton Zeilinger, qui a fait d'autres expériences aussi de téléportation quantique, etc. Je peux vous interrompre une seconde. Alain Aspect, il a fait ses expériences, je crois, dans les années 82, 83. Il a commencé beaucoup plus tôt, en fait, début 75. Il a mis 5 ans à faire sa source. Mais à l'époque, on ne leur a pas donné le prix Nobel. Non. Ah non, les prix Nobel, on ne les donne pas comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle des loopholes, en fait, des brèches, des points, en fait, qu'il fallait combler, en fait. On veut être sûr qu'il n'y a pas eu de communication ou qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu vicieux qui serait quelque part et qui ferait que la corrélation s'explique par un phénomène classique. Mais bon, je pense que déjà les expériences d'Alain Aspect étaient suffisamment bonnes pour que ça soit voilà, et les prix Nobel, on attend assez longtemps pour les donner. Une remarque sur ça. En fait, c'est vrai que c'était une expérience très compliquée quand on essaie de le voir. C'est pas évident à faire ça, c'est comme Sharpa. Il a eu un prix Nobel pour des systèmes expérimentaux, sans trouver forcément autre chose. Donc, en fait, qu'il y ait eu ou pas ces expériences-là, même si elles sont très dures à faire, ça n'a pas changé du tout les lois de la mécanique. Tout à fait. Donc, ce n'est pas dû à ça le fait qu'il y ait un ordinateur quantique, etc. Donc, une façon de raconter qu'on voit dans des livres, des choses comme ça,
ces expériences-là auraient permis l'ordinateur quantique. C'est pas ça. En effet, la mécanique quantique définie durant les années 20 n'a pas été remise en cause jusqu'à maintenant, Voilà. est toujours valable. Et tout ça, ce sont les conséquences, en fait, on voit le congrès de Solvay de 1927, en fait, de ces gens qui étaient là réunis. Et on n'a toujours pas trouvé de problème avec ça. Ça marche. Ça marche bien. Par contre, en effet, ce qui est important, c'est que les expériences d'Alain Aspect, etc., et de Serge Laroche surtout, en fait, pour la décohérence, surtout sont importantes pour les ordinateurs quantiques pour savoir comment ne pas rendre décohérent le système. Ça, c'est super important, c'est que pour faire un ordinateur quantique, il ne faut pas perdre la cohérence et c'est extrêmement difficile, facile de la perdre. Et en fait, toute l'idée, c'est comment faire pour que mes qubits restent cohérents. Voilà. Donc, en fait, c'est important la décohérence d'un Serge Laroche est là-dessus. Je pense peut-être plus fondamentale pour les ordinateurs quantiques que l'intrication quantique. Parce que c'est un problème technique, en fait. Comment le système ne doit pas perdre sa cohérence. Et en effet, il suffit qu'il y ait juste une petite interaction avec l'extérieur. Donc là, je vous ai remis un petit peu la même chose, en fait. C'est juste pour bien comprendre, en fait, la théorie des variables cachées. C'est que pour Einstein, en fait, là, on a une boule noire et blanche. Dès le début, la boule noire et blanche, en fait, est définie. Et donc, en effet, forcément, si elle est définie dès le début, en fait, une fois qu'elle s'éloigne, quand il y en a un qui observe la boule blanche, l'autre, forcément, la boule noire. C'est évident. D'accord, on est bien d'accord. Bon. Donc, en fait, Einstein pensait, en effet, que la variable cachée, c'est-à-dire, en fait, la notion de couleur était déjà définie. Et en mécanique quantique, la mécanique quantique, selon l'interprétation de Copenhague, c'est non. On a bien une superposition indéfinie, en fait, des deux états, en fait. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est quand on fait l'acte de mesure, en fait, que le choix se fait. C'est-à-dire que là, jusqu'à avant l'acte de mesure, on est toujours dans cette superposition. Il y a un peu de texte là, de toute façon, on devrait la voir. Alors juste, John Bell, il n'a pas eu le prix Nobel, il est décédé malheureusement trop tôt. Les expériences d'Alain Aspect avaient déjà été faites, donc en fait, il était déjà au courant que ces inégalités étaient violées. Alors, violation des inégalités de Bell, ça veut dire qu'en effet, ça ne peut pas être expliqué par des variables locales cachées. Donc, en fait, Einstein a tort. Et donc, l'explication de Bohr est correcte. Enfin, que Bohr en dire plus. Expliquer mathématiquement, ça serait un peu trop compliqué, les inégalités de Bell. Je vais juste vous expliquer comment on fait pour faire des états, des états intriqués, en fait. Donc, en fait, on fait, c'est avec des atomes, donc on les met dans des états d'énergie, en fait, donc on les excite. Il faut qu'en fait, quand ils se désexcitent, en fait, il y a un état intermédiaire qui soit dégénéré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une même énergie, en fait, on a plusieurs états quantiques différents. Et donc, en fait, quand l'électron va changer de niveau, en fait, il va faire ça et ça en même temps. Non, ne dis pas ça. Voilà. Il va faire ça et ça en même temps. Voilà. Donc là, on passe d'un niveau à un autre. Là, on a les trois niveaux dégénérés. Et ça va nous permettre d'avoir cet état ici, qui est un état pur, qui est composé en fait du LL et du LR. Donc en fait, de ces deux-là et de là en même temps. En même temps. Voilà. Mélangé. Enfin, pas mélangé, non, en même temps. Intriqué, voilà, c'est le terme. Voilà. C'est un état pur, c'est-à-dire que je ne peux pas le décomposer en état non intriqué. En état. Si. Ça c'est un état pur. Si. Vraiment, on appelle ça un état pur. Ça s'appelle un état pur. Oui, mais ça s'appelle vraiment un état pur. C'est-à-dire je ne peux pas le. Mais là, alors, sur cette écriture-là, on le voit bien, je trouve. C'est que là, l'état intriqué, il dit que on a conservation du moment cinétique, puis après aussi conservation de la parité. Oui, c'est pour ça qu'on a 1, 0 et 0, 1. Donc, du coup, le fait de dire on a bien la corrélation, c'est une façon de dire le moment cinétique est bien conservé. La parité est bien conservée. Si c'était autre chose, il n'y aurait pas de conservation du moment cinétique. Là, ça serait grave pour la physique. Non, mais là, le spin est bien conservé, c'est pour ça qu'on a 0, 1. Voilà.
Et Par contre, on ne sait pas où est le 0 et le 1. non, mais voilà, c'est quand on interprète que c'est pas simple. Mais sinon, le côté simple, il est là. On a la conservation de mon cinétique. Les charges sont conservées, les spins sont conservés, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans un état d'un côté, l'autre, automatiquement, il est tout. Et effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas de question de distance ni de transmission. La question ne se pose pas. Donc, dans l'explication, on ne va pas dire instantané. Ah, non, c'est ça le gros problème. On en discute après, on va peut-être avancer, mais on va discuter après. Ça, c'est abusif. Ouais, voilà, non, c'est pas ça. Non, en fait, les deux sont vraiment dans les deux états avant l'observation. Hein. Et c'est ça qui a montré les inégalités de Bell. C'est comme on les a violés, on ne peut pas avoir de variables cachées et forcément, les deux états sont superposés avant l'observation et juste avant, ils étaient superposés avant l'observation et ils ne sont plus après. Donc, cet état-là, il justifie qu'on ait bien conservation. Si Non, mais il y a pas, la conservation est absolue. Si Bell avait raison, ça veut dire qu'il pourrait avoir indépendamment un spin comme ça, puis un spin autrement, donc il n'y aurait pas conservation. Il y aurait des cas où il n'y aurait pas conservation. Alors, en fait dans ce qu'on voit ici, je reviens peut-être un peu trop loin, c'est pour ça qu'on utilise un peu cela, en fait. Hein. En effet, on utilise des atomes, etc. Il y a la conservation, en fait, du spin. Donc, quand il y en a un qui est à 0, l'autre qui est à 1 ou inversement. Ça, mais la conservation, elle est pas remise en cause par la mécanique quantique. Ça, c'est clair, on a 0, 1, moins 0 avec une probabilité 1. Et à côté, votre dessin, vous voyez, le fait de mettre un élastique entre les deux, c'est déjà avoir en tête qu'il va y avoir une transmission, on va prendre dire, ah bon, il n'y a pas de transmission. Non, c'est juste une idée. Non, l'élastique, ça veut dire que c'est un seul et unique objet. C'est ça qui est important. C'est très important. C'est que les deux objets, ils peuvent être séparés d'1 million d'années-lumière. C'est un seul et unique objet au niveau de la mécanique quantique. C'est une seule fonction même. C'est ça qui est super important. C'est un état qui s'écrit globalement, mais c'est pas. Ah non. C'est vraiment un si unique. Il n'y a pas d'influence d'un sur l'autre. Non, désolé, il n'y a pas d'influence. Il y a une corrélation. Voilà, corrélation. Il n'y a pas d'influence d'un sur l'autre. Il y a une corrélation. Eh bien oui, c'est pas pareil. Ouais. Oui, mais enfin, tant qu'on l'a pas observé, Après, on ne peut pas savoir. sinon, on peut croire que c'est compliqué. Non, mais si, c'est Non, si. Il y a un problème. Non. Le problème, en fait, c'est le problème de la mesure. Là, on n'en parle pas trop. Le problème de la mesure n'est toujours pas résolu. Il y a plein de scientifiques qui pensent qu'il n'y a pas de problème ou que la décohérence le corrige, alors que ce n'est pas vrai. La décohérence ne permet pas de comprendre le problème de la mesure. Et on a toujours un problème avec le problème de la mesure. Il y a plein de théories alternatives, les mondes d'Everett, etc., les multivers. Moi, je pensais, je ne sais pas, c'est peut-être tort, qu'une fois qu'on aura compris la décohérence, on aura compris la mesure. Non, ça c'est clairement faux. La décohérence, elle est très bien expliquée, il y a des prix Nobel, ça n'explique pas le problème de la mesure. Ça explique pas. Parce que la décohérence elle-même n'est pas explicable. Ce n'est pas une loi physique. Ouais, je suis désolé, je suis obligé d'avancer. Bon, ok. Ouais, on va voir un peu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'a fait John Clauser? Donc, en fait, il a pris ces fameux atomes ici, au milieu, avec les deux particules inopposées, conservation du spin, qui vont passer à travers des polariseurs pour connaître leur spin. Et l'idée importante des inégalités de Bell, c'est de prendre des angles qui soient ici. Le mieux, c'est 22,5, donc au milieu des 45 ici. En fait, qui soit ici, en fait, et qui soit surtout pas ici, parce que là, il y a égalité entre les deux, qui soit surtout pas là, donc pas parallèle entre eux, ni perpendiculaire entre eux. Et c'est là qu'on maximise, en fait, la chance d'avoir des écarts entre les théories à variables cachées de celles qui ne sont pas. Donc, il a fait ça. Ça, c'est au début des années, vers 72. Hein. C'est tôt quand même. Il n'y avait pas beaucoup de statistiques, les sources n'étaient pas très bonnes. Ce qu'a fait Alain Aspect, c'est qu'il a amélioré les sources. Et il a fait aussi un truc intéressant, c'est qu'il a fait bouger les miroirs. Donc en fait, l'angle des polariseurs de façon très rapide et indépendante les uns des autres. Mais suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas de connexion possible sur l'angle des polariseurs. Ça, c'était très difficile. Ce n'est pas mécanique, hein. Il a utilisé des ondes acoustiques, je crois. Je ne sais pas exactement, mais ça peut pas être mécanique, parce que là, c'est en nanosecondes, hein, la distance, ça se faisait dans un laboratoire. Donc, mais il a réussi à faire ça. Nouvelle, hein, voilà. Anton Selinger, il a fait la même chose, mais il a encore amélioré les choses.
Enfin, un cristal, bon, voilà, c'est pas un atome, etc. Mais elle utilisait les photons de galaxies lointaines pour activer l'angle des polariseurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas de communication. Donc, vous voyez ce qu'on appelle les loopholes, des échappatoires. Ils essayent de creuser en fait pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Voilà. Il a aussi travaillé sur la téléportation quantique. Alors, en fait, la téléportation quantique, en 2 mots, c'est on a les 2 particules qui sont intriquées, ok, très bien. Donc, il y en a une qui est intriquée avec l'autre. On amène une 3e particule qui va chatouiller l'une des particules. Et en fait, ça va avoir une conséquence sur l'autre qui est très loin. Toujours pareil, il n'y a pas de transfert d'information ni communication possible. Par contre, il y a un transfert, en fait, l'intrication se transmet. Mais c'est des particules ou c'est des photons? La plupart du temps, on travaille avec des photons. Je pense que c'est des photons. Ouais, ça veut dire qu'on peut téléporter quelqu'un? Non. Non. Attention, il n'y a pas de transfert d'information. La notion de téléportation est un peu dévoyée. C'est pas... En fait, ce qu'on transfère, c'est l'état quantique. C'est l'état quantique qu'on transfère, exactement. C'est l'état. D'ailleurs, si on mesure l'état quantique, on le détruit. Donc, alors voilà. On ne le mesure pas. Il est copié, mais l'original est détruit. Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'en effet, voilà. C'est comme dans les films d'espionnage. Oui, mais attention, l'original est détruit. Attention, si tu veux te faire téléporter. Voilà, ça sera un autre. C'est des copies. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, on a un exemple en fait de 2 fois 2 particules qui sont intriquées. La 4 est là et la une qui va dans ce sens-là, qui n'ont jamais été en contact. Par contre, chacune est intriquée avec une autre. Et on a un coupleur d'intégration, enfin, voilà, un objet physique qui permet d'intriquer la 2 et la 3. Laser touche pour que La 2 et les la gens 3 voient. ici. Et celle-ci se trouve intriquée alors qu'elles n'ont jamais été en contact. Et en faisant ça, en fait, on perd l'intrication de la 2 et la 3. Ah oui. Voilà. Donc, ça permet en fait d'intriquer 2 particules qui n'ont jamais été en contact. Très intéressant. Alors, ça, c'était promis, c'était Jacques qui voulait que j'en parle. J'ai encore combien de temps? Tu as tout le temps jusqu'à ce qu'on crève de faim. Voilà. Je vais vous parler de la contrafactualité. Probablement, vous connaissez pour certains. Non, mais une demi-heure encore. Ouais. C'est des événements, alors. Contrafactualité. Contrafactuel. Donc, en fait, c'est des événements qui pourraient se produire, qui ne se sont pas produits, et qui influent sur les résultats. Répète ça. Donc, c'est des événements qui peuvent se produire, mais ils ne se sont pas produits. Mais qui agissent comme s'ils s'étaient produits. Ouais. Magique. En fait, alors ils ne se sont pas vraiment produits, c'est leur simple présence qui fait que voilà, c'est leur potentialité de détection qui permet de changer les choses. Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Voilà. Alors, pour vous l'expliquer, on utilise ce qu'on appelle l'interféromètre de Max-Ender. Il a été inventé à la fin du 19e, en même temps que l'interféromètre de Michelson-Morley, c'est à peu près la même période de temps. On le connaît beaucoup moins, parce qu'il n'a pas été utilisé pour la relativité restreinte et la variance à la vitesse de la lumière par le changement de référentiel. Mais il est très utilisé pour faire. On met des matériaux, enfin, on fait des interférences, pas mal de choses. Mais et c'est un problème en fait qui a été écrit en 1993, qui a été, donc c'est pas très vieux, qu'on appelle le problème d'Elisure Weidmann, qui est assez intéressant. Et donc on utilise, donc on a une source A ici, une source de photons. Là on a un miroir semi-réfléchissant, donc il y a un photon qui va là, 50% de chance qu'il aille là, on les envoie un par un, 50% de chance qu'il aille là. Là c'est un miroir réfléchissant complet. Et ici aussi. Donc en fait, après, il va là, et il va là. Et il se trouve, quand on regarde un peu en détail, en fait, ça se fait en physique classique aussi, les phases, les interférences, il se trouve ici qu'on ne détecte jamais de photons, parce qu'en fait, avec les 2 chemins, ça fait une interférence destructive, et là, on détecte toujours le photon.
Alors, je crois que je vous ai expliqué ça. C'est bien comprendre le truc. Voilà. Ouais, alors là, j'ai pris un truc de Wikipédia, désolé, je n'ai pas trop le temps. Mais donc, en fait, là, on a les lames semi-réfléchissantes qui sont ici. Et là, on a les miroirs ici. Il faut savoir, en fait, que quand on a une réflexion, en fait, dans ce sens-là, sur le miroir, on a un déphasage de pi. Et quand on a une réflexion ici sur l'arrière du miroir, en fait, on n'a pas de déphasage, on a juste l'épaisseur en fait, qui joue un peu. Et en fait, quand on regarde les deux chemins, ici et ici, eh bien, en fait, là, on n'a jamais de photons, et là, on a toujours des photons. Ça, c'est de l'optique classique ondulatoire. Donc, vous connaissez. Donc là, voilà, le détecteur P1 détecte toujours un photon et l'autre jamais. La problématique arrive quand on fait de la lumière avec une onde électromagnétique, donc on comprend très bien ça. On utilise les indices de réflexion de Fresnel pour voilà, au 19e siècle, pour comprendre ça. Le problème, ça vient quand on utilise un photon unique. Voilà. On utilise quand on utilise. Alors là, je vous ai mis l'autre partie pour le détecteur 2. Voilà, je vous laisserai, vous regarderez, des dépassement de pied, etc. Ça prend bien en compte même les épaisseurs, etc. C'est assez bien conçu comme ils l'ont fait à la fin du 19e, hein, donc pas besoin d'avoir une grande technologie. Maintenant, je vais changer un peu la chose. C'est que là, je vais mettre un détecteur ici. Je ne mets pas de miroir ici, je change, je vais mettre un détecteur. Et à partir du moment où je commence à mettre un détecteur ici, eh bien, sur mon détecteur Y, je vais commencer à détecter des photons. Okay. Alors pourquoi? On va voir. J'ai une chance sur 2 que ça aille là. Le photon va arriver ici. Là, j'ai une chance sur 2 que ça aille ici. D'accord? Après, je vais arriver ici. Et là, je vais avoir une chance sur 2. Donc, ça va être soit un quart là et un quart là. Donc là, je vais avoir un quart ici et un demi là. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que le détecteur Y ici, quand il détecte un photon, il ne lui a rien dit en fait. Il sait qu'il y a un objet qui est là, qui peut potentiellement détecter un photon, mais qu'il ne l'a pas détecté. Pourquoi? Parce que lui, il l'a détecté. Ici, il a détecté le photon qui est passé par là. Voilà, vous avez compris le truc, je le refais. Oui. Quand le détecteur Y détecte quelque chose, il sait qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement détecter un photon, mais que ce détecteur C ne l'a pas détecté. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que s'il avait détecté, il n'aurait jamais détecté le photon. Il aurait été détecté là. Donc en fait, ça veut dire que le photon est passé par là. Mais ça veut surtout dire en fait que ce détecteur Y, il arrive à faire la différence entre un détecteur qui est ici et là, qui n'a pas observé le photon, et un miroir qui a juste réfléchi le photon. Donc en fait, on a fait une mesure de présence d'un détecteur sans qu'il ait absorbé de photon. Voilà. Et dans son article en fait, original, en fait, il utilise ça pour détecter des bombes. Alors, c'est un article un peu bizarre, voilà. Des bombes. Alors, en fait, on a des bombes qui ne sont pas très fiables. Donc, les bombes, en fait, soit elles absorbent le photon, elles explosent, soit quand elles ne sont pas fiables, elles réfléchissent le photon. Donc, tester l'arsenal, en fait, l'idée, c'est de pouvoir tester les bombes si elles sont bonnes. D'accord? Sauf que si la bombe est bonne et qu'on lui envoie un photon, elle explose. On veut détecter des bombes qui soient bonnes et les garder dans le stock. Voilà. Et donc, on met les bombes ici. Alors, bien sûr, de temps en temps, il y a un photon qui va arriver qui, si la bombe est bonne, elle absorbe le photon. Si elle n'est pas bonne, elle réfléchit le photon. Donc, admettons que la bombe soit bonne ici et que le détecteur Y ici détecte un photon. Il sait que ici la bombe est bonne, qu'elle pouvait absorber le photon et qu'elle ne pouvait pas le réfléchir. Parce que si elle l'avait réfléchi, elle n'aurait jamais détecté un photon ici. Donc, je refais. Donc là, si la bombe est bonne et correcte, elle peut absorber le photon. Si elle n'est pas correcte, si elle fonctionne mal, elle le réfléchit. Donc, si elle le réfléchit, donc si elle fonctionne mal, le détecteur Y ne le détecte jamais. Bon, on ne peut rien dire, en effet. Mais si elle fonctionne bien et que le détecteur Y détecte le photon, ça veut dire que la bombe n'a pas réfléchi le photon, qu'elle pouvait l'absorber, mais qu'elle ne l'a pas absorbé. Donc, en fait, on la met de côté, c'est-à-dire celle-là, elle marche.
Elle n'a pas détecté de photon, mais on sait qu'elle peut détecter un photon. Elle peut. Elle ne réfléchit pas. Elle peut le détecter. C'est ça l'expérience, en fait. C'est qui déjà fait inventer cette expérience? C'est Feynman, ouais. 93. Je crois que c'est 93. C'est classique. Il y a quelqu'un qui parle là? Il y a une question? Il y a plein d'expériences qui ont été faites pour confirmer ça. Parce que ça surprend. Voilà. Non, mais Et si, ça a été fait, hein, mais pas avec des bombes. Hein. Ah oui, non, bien sûr. oui, non, ça a été fait. Pas avec des bombes. Ils sont pas fous. Non, je dis, il y a plein d'expériences qui ont confirmé. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Pas avec les bombes, en effet. En fait, il y a quand même une partie des bombes qui explose quand même. Hein. Donc, en fait, à chaque fois, il y a un quart et on peut recycler les bombes. À la fin, on arrive à un tiers, en fait. Oui, c'est ça. Il y a quand même de la perte. Hein. Bon, mais on arrive à en détecter certaines. Voilà, il y a 2 tiers de perte. Ah là, il y a des bombes qui ne marchent pas non plus. Donc, on les perd pas, elles n'explosent pas. Mais celles qui explosent, Alors, et la dernière expérience que je trouve assez intéressante, c'est la physique, l'expérience de la gomme quantique à choix retardé. De la quoi? Alors, déjà, il y a gomme quantique. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir, en fait, effacer une information après que la détection soit faite. Effacer une information. Et à choix retardé, ça veut dire quoi après que la détection soit faite? Ça veut dire remonter dans le passé. Ouais, mais on ne fait pas vraiment ça. Mais on a l'impression que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Mais oui, de façon assez logique, on a l'impression qu'une décision future influence une détection passée, mais c'est une impression. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, le consensus fait que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui pensent que oui, mais non. Et là, ça remettra en cause, en effet, la causalité, etc. etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 choses. On va faire d'intrication quantique et d'interférence. Super. Donc, des Fentiang plus de l'intrication. Donc là, on joue avec les 2 phénomènes. Jusqu'à présent, on avait parlé d'intrication essentiellement. Là, on va faire d'interférence avec les Fentiang. Donc, oui, donc l'article, c'est 1982. Et l'expérience décisive, il y en a d'autres avant, je crois. C'est 99. C'est assez récent. Ça fait plus de 20 ans. Mais... donc, en fait, on va travailler avec des jumeaux, des photons jumeaux. Donc, on a une source de lumière ici. On va envoyer, là, on a une lentille ici, qu'on va envoyer, en fait, pour faire ici. Donc, là, c'est la lentille. Donc, là, on a un photon qui passe par cette fente-là et un photon qui passe par cette fente-là. Et on a un appareil qui permet de faire des photons jumeaux, donc des clones, et qui vont aller dans 2 directions différentes. Cette opération-là, en fait, elle impacte la mesure, ce qui fait qu'on va savoir par quelle fente le photon est passé. Ce qui veut dire que sur l'écran principal, on ne va pas avoir d'interférence. On n'aura jamais d'interférence. Il y a un déphasage en fait, qui se produit ici, en fait, et on ne peut pas avoir d'interférence. Pardon? Attendre que. Donc, là, c'est dans la partie haute de l'écran. Ici. Quoi? On est ensemble. Ça dépend. Ah, je ne suis pas sûr que ça soit une question. Alors, là, on est dans la partie haute, et là, on est sur l'écran. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ces photons jumeaux, en fait, qui sont en fait des clones ici, de ces photons-là. C'est des photons à la même couleur, hein, mais c'est juste pour les visualiser. Ils vont arriver sur un prisme, et là, on va avoir 4 chemins possibles. Alors, on a ce chemin-là, ici, donc en fait, c'est un miroir ici. Donc, ce photon, il arrive ici. À partir du moment où il arrive ici, on sait que le photon est passé par cette fente-là. Donc, à partir du moment, dans une expérience de Fentiang, où on sait par quelle fente le photon y arrive, il n'y a jamais d'interférence. Donc, en fait, sur le D3, ici, j'aurai un écran, je n'aurai pas d'interférence. Je prends l'autre photon. J'ai un miroir ici sur le D4. Je ne vais pas non plus avoir d'interférence, puisque je sais que le photon est arrivé ici. Là, j'ai deux photons. Enfin, j'ai un photon, soit l'un, soit l'autre.
Et il passe soit par une fente, soit par l'autre fente. Et là, ce qu'on va faire dans le montage, c'est qu'on va remettre des miroirs ici. Et un miroir là. Vous voyez, en fait, le rouge ici, il va arriver ici. Et là, il y a une semi-transparente ici. Il se réfléchit ici. Et il retombe ici. Et l'autre couleur fait ça, et revient là. D'accord ? Et là, on va avoir les deux photons qui arrivent sur le même écran. Enfin, les deux photons, et on va avoir une interférence. On va avoir une interférence. Ici, on a une interférence. C'est-à-dire que là, on avait en effet perdu l'information. Enfin, on avait l'information par où on est passé. Et là, on efface cette information en faisant en sorte, en fait, que les deux photons, en fait, on ne connaît pas, à partir du moment où ils arrivent ici, on ne connaît pas, en fait, est-ce que c'est le photon rouge? Il n'y a qu'un photon qui passe à chaque fois. Hein. Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci qui est passé? On n'en sait rien, on ne détecte qu'un. Donc, ils vont interférer comme les fendillons classiques. On ne sait pas par où ils sont passés. Ils vont faire des figures d'interférence. Et pareil de l'autre côté de façon symétrique. Voilà. Donc là, en fait, on gomme la connaissance de savoir par où on est passé. Donc là, on sait par où on est passé. Là, on sait par où on est passé, on n'a pas d'interférence. Et ici, on gomme, on n'a qu'un photon qui arrive, mais on ne sait pas lequel des deux. Et là, on a de l'interférence. Est-ce qu'il y a de la polarisation? Non. Non. Alors là, je vous ai un peu expliqué comment ça fonctionnait. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, chose importante, hein, la distance ici est beaucoup plus grande que celle-ci. Ce qui veut dire que les photons sont déjà sur l'écran ici, enregistrés, alors que là, la décision n'est pas encore prise. Non ? Voilà. Donc là, en fait, je vous ai tout expliqué en mots. Hein. Donc, le détecteur D3 ou D4, on connaît la pente utilisée par le photon. C'est celui-ci et celui-ci. Donc, on n'a pas d'interférence. Et sur le D1 et D2, on ne connaît pas la fente qui est utilisée par le photon. On ne sait pas, en fait, le photon par quelle fente il est passé. Alors, je ne sais pas si j'ai remis un petit truc. Voilà. Ils ont détecté des motifs d'interférence. On ne connaît pas la fente utilisée par le photon. Sinon, il n'y a pas de motif d'interférence. Qu'est-ce qu'on observe? C'est ça, en fait. C'est que sur le détecteur 3 et 4, on n'a pas d'interférence. Ça, c'est de l'article original. Ça a été comblé, ça va pas être expérimenté. Et ça, c'est le détecteur 1 et 2, celui-ci et celui-ci, où là, on voit les phénomènes d'interférence. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils sont en complète coïncidence en fait, avec ce qu'on observe. Ce qui veut dire que ce qu'on observe ici, en D0, il n'y a aucune interférence, et on a réussi à avoir deux phénomènes d'interférence après que les détecteurs et que les photons soient arrivés ici. Mais la nature étant bien faite, autrement il y aura un problème. Vous voyez que quand on somme les deux, ici, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je somme l'ensemble de mes signaux, en fait, j'ai aucune interférence. C'est-à-dire que globalement, je ne peux pas. Voilà. Alors en fait, ça c'est ce qui se passe en fait sur les détecteurs. Vous voyez en fait les franges d'interférence, elles sont juste décalées, elles se construisent ici. Là c'est le pic et là c'est le sombre. Là c'est le pic et là c'est le sombre. Et donc on a les franges d'interférence ici et on a l'impression, parce que ça je peux le moduler, je peux par exemple retirer ce miroir-là, et dans ce cas-là, je n'ai que ça. Si je retire ici, ce miroir ici, vous voyez? Si je retire le D1 et le D2, je vais avoir plus de signal ici, mais je n'aurai que ça. Là, j'arrive à reconstruire de l'interférence, alors que j'avais détruit, en fait, je connaissais le chemin. Si on connaît le chemin, on fait des deux photos. Et là, je gomme, en fait, cette information du chemin pour reconstruire une interférence. Et il se trouve qu'il y a des compteurs de coïncidence, en fait, pour comparer en fait, les photons qui arrivent ici
avec les photons qui arrivent sur les autres détecteurs. Et en effet, on a l'impression, hein, mais attention, c'est pas le cas, qu'à l'intérieur de ce mélange sans interférence, il y a une partie interférence comme ça, une partie interférence comme ça, et puis ça qui est sans interférence, mais ça ne nous intéresse pas. Mais en effet, puisque ce sont des clones, hein, ce sont des jumeaux, c'est que, ben, en effet, cette figure ici qui est homogène est une composition des 4. Oui, alors, voilà. On a reconstruit de l'interférence après. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire, oui, une action future a un impact ici, mais non, ici, on n'a jamais d'interférence. Donc, en fait, on ne fait que construire de l'interférence après. Et en fait, la notion de gomme quantique, en fait, c'est d'annuler, en fait, la connaissance du chemin pris par le photon dans la fente. Voilà, le chemin. À ce moment où on ne connaît plus le chemin, les interférences se construisent. Donc là, on a récupéré nos interférences alors qu'elles étaient perdues. Voilà. Donc oui, le motif d'interférence ne peut être vu que rétroactivement une fois que les photons jumeaux ont été détectés et que l'expérimentateur dispose d'informations à leur sujet. En effet, pour voir qu'il y a en fait une partie d'interférence ici, il faut comparer les signaux et en fait, les interférences, elles se font là. Ici, il n'y a pas d'interférence, mais ça correspond quand même, c'est-à-dire que les photons sont en coïncidence. C'est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant. Et là, je vous remercie. S'il y a des questions, des choses. Avec la gomme quantique, il y a aussi une expérience qui existe avec l'interféromètre de Max-Zehnder. Il y a aussi, après les deux passages, des lames qui font deux photons jumeaux. C'est un peu le même système. Oui, peut-être pour le moment. Mais les interféromètres de Max-Zehnder, je pense que c'est une histoire de polarisation. C'est pour ça que je demandais. Là, il y a pas quand on fait les photons jumeaux, ils sont polarisés pareil. C'est technique, hein, c'est un appareil qui, je sais ce qui se passe. Je sais pas s'il y a la polarisation. Mais là, on n'a pas besoin de polarisation pour faire des fondiums. Pour avoir l'interférence de la polarisation. On l'a fait, c'est Young en 1801 qui a fait l'expérience avec de la lumière. Avec un photon. Voilà ici. Donc là, effectivement, si on met qu'un seul photon, avec la description, si on a en fait la description particulière, Ah merde. un paradoxe. Mais C'est pas si possible, on ça. pense à la théorie quantique des champs, Ah, si on d'accord. pense eh bien, en fait, il n'y a pas de problème, puisque on a à la fois le champ, un photon qui a bien l'énergie H nu, et puis le vide, il n'est pas à zéro, il est à une énergie à demi d'H nu. On ne peut pas capter un photon. Non, il n'y a pas de vide quantique, il n'y a pas le demi H nu qui intervient. Ah ben si, ça c'est quand vous décomposez votre état, vous avez bien un état vide. Oui, mais là, pour tout ça, on n'a pas besoin de la notion de vide quantique. Non, c'est ça. Sans l'interprétation, en la comprenant avec la mécanique quantique des champs, pourquoi il n'y a pas de problème? Non, mais ça, c'est juste une vision peut-être plus frappante, en fait, de l'expérience d'Efan Young, hein, avec un côté. Donc, en fait, c'est juste l'expérience d'Efan Young de façon un peu plus mise en évidence. Quand on prend d'Efan Young, on prend un photon, il y a deux fentes. Si on les prend un par un, au fur et à mesure, ils vont former la figure d'interférence. La notion de vide quantique n'intervient pas. Enfin, c'est juste en effet que le photon. On ne fait pas intervenir, effectivement, on ne comprend pas. Mais c'est la même chose, en fait, c'est vraiment pareil. Si vous regardez les cours d'Étienne Parisot, par exemple, c'est sur Internet, vous suivez ses cours. Si vous suivez la théorie quantique des champs, vous voyez bien le champ qui se passe. Alors là, on parlait de mécanique quantique, on n'était pas en. Justement, en exprimant comme ça, on pense qu'il y a un paradoxe. Avec la théorie quantique des champs, il n'y a pas de paradoxe. Non, la théorie quantique des champs ne permet pas de résoudre le problème de la mesure. Hein. Non, mais là je parle de. Non, le problème de la mesure est encore entier. Ça revient au problème de la mesure. Non, le problème de la mesure reste entier. Hein. Et d'ailleurs, quand on fait des sondages parmi les scientifiques, est-ce que vous croyez à l'interprétation de Copenhague, à l'interprétation des multivers? Il y a différentes théories
Il y a le superdéterminisme aussi, qui est assez intéressant. Tout est déterminé, il n'y a pas de free will, il n'y a pas de libre arbitre, etc. En fait, il y a une répartition, et la plupart des scientifiques, maintenant, d'ailleurs, c'est assez étonnant, convergent plus vers l'interprétation d'Everett, en fait, sur les mondes multiples. Les mondes multiples. Ouais. Parmi, en fait, c'est la seule qui est mathématiquement un peu cohérente, qui conserve le déterminisme, mais difficilement testable. Ça peut Non, mais ce qui maintient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la combinaison linéaire. Il reste avec des combinaisons linéaires. Et le fait de dire chacune correspond à un monde, ça c'est une interprétation, c'est pas vraiment. Oui, alors tout à fait. Les enfants, il y a d'autres questions. Hein. Il reste sur la combinaison linéaire, donc une description unitaire. Et donc du coup, et là on voit qu'il n'y a pas de problème en écrivant. En fait, après, si je montre juste les interprétations, en fait, ce qui est important en fait au niveau des interprétations, mais quand même, c'est important d'essayer de comprendre le problème de la mesure, c'est de pouvoir avoir des théories qui donnent des résultats expérimentaux différents. Et ça, pour l'instant, non. C'est ça le problème, quoi. Il y a une autre question là. Dans l'étrication, on a testé à une certaine distance, on Ouais. a essayé d'augmenter. À chaque fois, ils augmentent. Ils ont testé à 1000 km, je sais pas, 1000 km, je sais pas, ils l'ont fait avec des satellites, je crois, des trucs. Et puis ils ont toujours observé. Madame, bravo. J'ai une question sur l'ordinateur quantique. Plus fort, on vous entend. J'ai une question sur l'ordinateur quantique. Vous voyez arriver dans combien de temps? Je fais de l'informatique et on en parle. Comment vous Répétez la question peut-être. Oui, on peut répéter la question. En fait, une personne demande pour les ordinateurs quantiques, en fait, dans combien de temps on va avoir les premiers ordinateurs quantiques? Comment ça va évoluer la recherche? La plupart des grands groupes travaillent dessus. Par contre, alors, Parce qu'aujourd'hui, il y a des. Par contre, d'abord, a mis de l'argent sur le table pour développer des ordinateurs quantiques. Il y a plusieurs startups issues en particulier des écoles normales supérieures, qui existent et qui ont des premiers. Alors moi, j'ai leur site. Ils m'ont donné leur site et ils m'ont dit oui, vous pouvez tester les résultats de l'ordinateur quantique sur des problèmes d'algorithme que vous voulez. Nous, on vous donnera les résultats. J'ai un peu des doutes, enfin, il paraît. Alors, celui que je connais le plus, c'est avec des photons. Avec des photons, c'est un peu l'expérience de. D'ailleurs, je crois qu'Aspect est leur conseiller scientifique. Alors, en fait, pour pouvoir faire cet ordinateur quantique. Ouais, je crois que c'était surtout c'est plutôt avec les spins des électrons. Mais... Alors, par contre, avec la Roche, ils font ça avec des électrons sur des atomes de Rydberg. Oui, alors, Serge Laroche, ça c'était. Approche. Alors, c'est pas l'ordinateur quantique là qu'il a testé, Serge Laroche, avec les atomes de Rydberg. En fait, c'est un proton avec un électron qui est très loin. Voilà. Et en fait, il est dans deux états. Il y a deux niveaux d'énergie en fait un peu différents. Et en fait, ils arrivent à faire en sorte d'avoir un état pur qui est dans les deux états d'énergie en même temps. Et ils essayent de voir, parce qu'en fait, le système n'est pas parfait. Et ils n'arrivent pas, ils essayent de le garder le plus longtemps possible, en fait, cet état. Et donc, ils font ce qu'ils appellent un mini-chat Schrödinger. Donc, ils ont en effet cet état qu'ils arrivent à mesurer. On a ce qu'on appelle des diagrammes de Wigner, en fait, où on voit en fait les deux bosses avec une bosse en dessous négative, qui est une pseudo-probabilité, en fait, négative, et qui est le signe qui est une intrication. Ce n'est pas deux objets, en fait, qui sont. C'est le signe qu'on a le ou, en fait. Qu'on a le et, pardon, et qu'on n'a pas le ou. Donc, en fait, la décohérence, c'est quoi? C'est qu'on a 50%. Ouais, c'est compliqué à expliquer. Il y a une matrice de densité et en fait, ce qui se passe, c'est que l'objet, le problème de la décohérence ne résout pas le problème de la mesure. C'est ça que vous dites. Ah, c'est sûr. À la fin, le chat, il est. Alors, au début, le chat, il est à 50% mort, 50% vivant en termes de probabilité. D'accord? Il y a c'est un seul et unique objet quantique. Et à la fin, on a deux états séparés, mais toujours avec 50% et 50%. Or, la physique classique, c'est quoi? C'est soit mort, soit vivant. Et pas deux états séparés à 50%.
Est-ce qu'on a répondu à votre question? En partie. Non, pas. Non. Et le problème de la mesure est vraiment pas réglé. Si ça vous Ah, intéresse. pardon. La question, Je c'était vous les donnerai le conditions. site. Vous voyez, à dans 20 ans, 50 ans. On dit qu'on aura des résultats. J'ai fait comme tu m'as indiqué, ça va. On va Il y a se même mettre- en fait, c'est une compétition. on rentre l'idée La Chine, et je l'ai. Ouais. Mais alors qu'autrement, il nous pollue avec Checkpoint. Je ne sais pas comment on pourrait enlever ça. Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom, s'il vous plaît? Si oui, vous vous présentez, Oui, vous oui. posez votre question. Jacques, là, qui pose une question. Tu n'as pas parlé de Wigner, ta position de Wigner sur seulement la décohérence. Non, désolé, vas-y, vas-y, explique là. Wigner, lui, il prétend que ce n'est pas quand on fait l'expérience qu'il y a des cohérences, c'est quand l'observateur en prend connaissance. Ah oui, alors en fait, non, l'ami de c'est clair. Wigner. Ouais. Ouais, je me rappelle. Non, c'est non, 100%. 100%, j'allais expliquer très simple. Ouais. Une expérience, enfin une détection non lue, ce qu'on appelle une détection non lue, détruit les figures d'interférence. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir un cerveau, c'est-à-dire un être humain qui observe le phénomène pour qu'il y ait une décohérence. Et ça, toutes les destructions d'interférence avec des détecteurs donc, qui détectent, qui sont non lus, ce qu'on appelle des détections non lues, détruisent l'interférence. On n'a pas besoin d'un être humain. Faut simplement un objet, un détecteur, un objet macroscopique qui viennent réduire la fonction non lue. Donc, on n'a pas besoin. Oui, pendant un moment, il y avait la notion de psychologique, en effet, que c'était, entre guillemets, la conscience. C'est un peu ça. Mais ça, c'est depuis très longtemps, c'est abandonné complètement. Mais c'était intéressant comme concept. Mais c'était de se dire que, en effet, que finalement, c'est l'être humain, enfin, entre guillemets, celui qui a une conscience qui influe, en fait, sur le résultat de l'expérience. Alors qu'en effet, il suffit simplement de mettre un détecteur de photons et puis pas de le regarder. Ça change rien. la dernière expérience, c'est quand même bizarre. Vous mettez un détecteur qui ne détecte rien, parce que ça influe sur l'eau. Ça, c'est quand même. J'ai du mal à comprendre. C'est pas le même système. C'est pas le même système quand il y a un détecteur. C'est un système différent. Je ne vais pas le refaire, mais en fait, la différence, c'est qu'on n'a pas le bras là. Bon, on fait tourner les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Zoom, s'il vous plaît? Prenez le micro, présentez-vous et posez votre question. Si vous vous êtes pas déjà enfui. Alors moi, j'aurais juste peut-être une remarque à propos de l'équation de Schrödinger. En fait, l'équation de Schrödinger, c'est le hamiltonien où on remplace effectivement les grandeurs par les opérateurs associés. Donc ça, c'est un truc très simple. Oui, j'en fais tous les matins, c'est vrai. Non, mais on remplace le hamiltonien par un opérateur, et les grandeurs associées, on met celles associées à la quantité de mouvement et puis à la position spatiale. Et on obtient l'équation de Schrödinger. Et la raison, d'ailleurs, pourquoi on a des possibilités quantiques, c'est parce que comme c'est un opérateur, les solutions, c'est les valeurs propres de l'opérateur qui sont disjointes. Les seules solutions possibles. Et après, pourquoi il y a des probabilités? Parce que c'est la décomposition en série de Fourier, effectivement, de la fonction d'onde. Ce truc-là, ça donne toutes les données d'une expérience avec la probabilité. Ah, tout à fait, ouais. Dès les années 20, Donc, en fait, on a tout avec ça. Oui, mais fallait confirmer la notion de l'absence de variable cachée locale. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Là, en plus, ton explication était très bien, effectivement. Alors, c'est vrai que la démonstration de Bell, bon, il faut un peu suivre parce qu'elle n'est pas très simple. Mais bon, quand on la lit, effectivement, il y a une différence entre les deux possibilités de départ, deux états non définis et un état défini, qui fait que si on se met avec les bons angles, eh bien, on retrouve des résultats de mesure différents. Et je crois que l'expérience d'Aspect là-dessus, elle a été quand même, je crois, acceptée par tout le monde. Oui. Ouais, mais ils ont continué à l'améliorer pour être sûr. C'est compliqué comme expérience. Oui, mais maintenant, ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici.
Vas-y. Parle fort, s'il te plaît. On parle souvent de Bob et Alice pour pouvoir. Alice et Bob, ouais. Je me mets dans cette configuration et donc ils ont chacun, mettons l'un ici et l'autre comme en Chine, par exemple, c'est la réponse là. Ils l'ont fait en Chine, bon, il y en a à Pékin, l'autre à Shanghai. Bon, comment peut-on, alors les deux c'est le même système quantique, et comment peut-on mathématiquement, si on veut, imaginer l'espace dans lequel il se trouve? Alors, mathématiquement, la mécanique quantique, elle est très simple, en fait. Voilà, c'est des espaces. Ouais, c'est un peu abstrait. Ouais. Et il y a une corrélation, comme si les objets étaient l'un à côté de l'autre. Est-ce que c'est Alors, le problème, c'est que, on observe la corrélation, mais en fait, pour observer la corrélation, il faut quand même se déplacer ou téléphoner à son collègue et lui envoyer les résultats. Et là, quand on voit 0, ah, ben là, j'ai 1, etc. Tant que je n'ai pas fait ça, donc en fait, je ne peux pas envoyer d'informations. Donc, on se rend compte qu'il y a une corrélation quand on compare les résultats. Et pourquoi je ne peux pas envoyer d'informations? Parce que je ne peux pas décider si j'envoie 0 ou 1. Parce que c'est quand je mesure, en fait, que 0 ou 1 apparaît. Je ne peux pas décider de ce que je vais envoyer. Et la notion d'intrication, en fait, de communication, de spooky action, comme disait Einstein, elle est complètement intégrée avec le fait que la mécanique quantique est probabiliste. Hein. Heureusement. Hein. Parce que si elle n'y était pas, on pourrait le faire. Mais qu'importe, mais quand on a par exemple ces deux clones, il y a une information qui passe. Quand non. Quand on dit le spin, par exemple, de l'un, on a l'impression que, Oui. ouais, dans notre monde à nous classique, alors classiquement, si on dit ça à quelqu'un du 19e, il dit ouais, il y a forcément une information qui est passée, il n'y a pas de problème. Mais en fait, non, il n'y a pas. Alors, une information, c'est quoi? En fait, c'est j'envoie un message. Là, il n'y a pas de message envoyé, c'est juste qu'on a des enregistrements qui sont corrélés, en fait. Mais le problème de la mesure n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre en dessous, est-ce qu'il n'y a pas une réalité? C'est là le problème du réalisme. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait loupé? Comment on peut comprendre ça, en fait? Comment on peut comprendre cet effondrement, cette notion de probabilité? Et le multivers, en fait, remet complètement en cause l'effondrement, enfin, retire l'hypothèse de l'effondrement des fonctions d'onde. Le multivers, c'est il y a deux univers séparés et on est dans un des deux. Et à chaque fois, il y a des embranchements, en fait. Il n'y a pas de problème de réduction du paquet d'ondes. À part l'histoire philosophique, il n'y a pas de manip encore pour le truc. Non, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des expériences qui donnent des résultats, enfin des théories qui permettent d'avoir des résultats expérimentaux différents. Ça marche bien, la mécanique quantique, depuis une centaine d'années. Bon, ben, mes amis, encore une dernière question, puis on arrête. Oui, Jean-Pierre, il y a une question là, qui a été écrite par Joachim Oliveira. Excuse-moi, il y a une question sur Zoom, on va leur faire passer d'abord. Vas-y, stop, un peu de silence. Voilà, c'est Joachim Oliveira qui écrit ceci. Si toute la matière-énergie a été créée en même temps pendant le Big Bang, pourrait-il exister une forme d'intrication de toute la matière et l'énergie de l'univers? Ouais. Alors, le problème du Big Bang, c'est que la plupart des gens pensent qu'en fait, c'est tout petit. Mais en fait, le Big Bang, en fait, l'univers peut être infini, c'est-à-dire on a le Big Bang partout. Hein. C'est pas une petite boule, le Big Bang. On n'a pas, tout n'est pas connecté. C'est le truc. Hein. C'est-à-dire que le Big Bang, c'est pas notre univers, s'il est infini, en fait, le Big Bang a lieu partout. Le Big Bang ne veut pas dire que notre univers avait un volume petit au début. Et on est sur un univers infini, plat. L'univers petit était le tout. Donc... Alors, il faut dire univers observable. Alors, oui. Ouais. En fait, la notion d'observable est ultra importante, en effet, l'univers observable. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'inflation. En fait. C'est pour expliquer que deux objets qui n'ont jamais été en contact avant ont pu être en contact, ce qui prouve bien qu'ils n'ont pas été en contact. Bon, on ne va pas parler du Big Bang. Donc, vas-y, dernière question. Moi, c'était sur la décohérence. Est-ce que, parlons pas de la mesure, parce que visiblement, c'est complètement mystérieux. La décohérence, le phénomène que la décohérence a des conséquences non locales, etc. Est-ce que tout ça est expliqué
Non, la décohérence est locale. Hein. C'est-à-dire, en effet, on a ces fameux atomes Rydberg qui sont intriqués dans deux états en même temps. Et régulièrement, ils perdent leur intrication. C'est pas instantané. Non, mais ils essayent de le faire durer le plus longtemps possible. Ils refroidissent tout, ils mettent des miroirs ultra précis, etc. Et ça dure un certain temps. Et ils voient sur leur mini-charge Schrödinger, en fait, devenir sans phase entre les deux. Mais c'est ça, ça s'atténue. Voilà. Mais non, à la fin, ça vient de deux objets, soit l'un, soit l'autre. C'est pas les deux en même temps, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais on a toujours le soit l'un, soit l'autre. On n'a pas juste un seul. C'est-à-dire, en effet, à l'avance, je ne peux pas savoir sur lequel je vais avoir. Je suis obligé de l'observer. Et à ce moment-là, on peut. Mais par contre, ce qui est important, c'est que la mesure, l'objet est déjà soit l'un, soit l'autre avant la mesure. Bon, ben on va rester. Alors que ce soit intriqué, non? On va rester là-dessus. On remercie Olivier. Je vous donne rendez-vous au 13 mai. Voilà, bon retour chez vous. Bon week-end.